Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes premières lectures de l'année 2022. Sauf qu'il y a déjà des hauts et des bas, alors je viens faire ça en vous présentant les 3 meilleurs livres que j'ai lus et les 3 pires parce que oui, il y a déjà des pires. Semblerait-il qu'en 2022, on ne va pas y échapper. Avant de commencer, j'ai une petite précision à faire. Donc aujourd'hui, oui, je parle des 3 meilleurs et des 3 livres et des 3 pires livres que j'ai lus en janvier, sauf que cette vidéo n'inclura pas les 3 livres que j'ai lus dans le cadre du vlog où je mettais au test des livres populaires de 2021. C'est sorti la semaine passée et pour ne pas spoiler complètement cette vidéo, je ne vais pas inclure les avis ici, mais si vous souhaitez entendre mon avis sur Wanna Stop, La vie invisible de Adi Larue et le 3e livre pour lequel vous avez voté dans ma vidéo, ben c'est simple, je vous invite à aller la regarder. Bon, c'est dit, maintenant parlons des livres. On va commencer la vidéo avec le top 3 des meilleurs livres que j'ai lus et on va y aller avec la 3e position de ce top 3. C'est une position qui revient à These Violent Delights de Chloe Gong. C'est un livre qui reprend l'histoire de Roméo et Juliette mais la transforme dans un contexte fantastique à Shanghai en 1926. On suit 2 personnages qui sont les héritiers de 2 bandes locales qui sont en guerre depuis toujours pour le contrôle de la ville, mais ils devront mettre leurs différences de côté pour s'attaquer à une menace commune. Ce que j'ai le plus aimé de ce livre, c'est vraiment le contexte qui a été établi. On nous présente une hiérarchie très particulière dans la ville parce qu'il y a des entités politiques étrangères qui viennent s'y installer. Ils font comme si cette ville leur appartenait depuis toujours, ce qui vient un peu déstabiliser la guerre éternelle entre les 2 bandes locales. Et grâce à l'introduction de ce contexte varié au niveau des cultures, Chloe Gong a vraiment bien réussi à insérer le thème de la langue dans son livre et j'ai trouvé que c'était super bien pensé. En général, vraiment, je trouve qu'elle a bien pensé tous les aspects environnants du récit. Mais le récit, malheureusement, en tant que tel, n'était pas à la hauteur du reste. C'était intriguant, c'était bien, mais tout au long de ma lecture, je me préparais à un moment qui viendrait élever le tout. Et ce moment n'est jamais vraiment venu. Même au niveau de la romance, c'était la même chose. Comme je l'ai dit, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, donc on a 2 personnages qui sont des ennemis et qui ne peuvent pas être ensemble à cause de la guerre entre leurs familles. Mais dans ce cas-ci, l'angle qui est exploité, c'est qu'en fait, les 2 personnages ont été amants dans le passé, mais il y a eu des événements qui ont brisé leur lien complètement et dont je ne révélerai pas la nature parce que c'est vous spoiler. Donc on entre dans le livre et ces gens ont eu une relation romantique très développée, mais on n'a pas pu y assister. Et moi, ça a eu la conséquence de faire en sorte que pendant tout le long du récit, la profondeur de leur lien ne m'était pas très apparente. J'aimais leur dynamique, j'aimais ce qui se construisait entre eux, mais il n'y a jamais eu vraiment d'explosion. Je leur souhaitais d'être ensemble, je les appréciais, mais ça apportait pas la déchirance. C'était pas aussi déchirant qu'une histoire comme Roméo et Juliette devrait l'être. Bref, pour moi, These Violent Delights, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais on dirait que mon niveau d'appréciation est resté le même pendant tout le long du roman. Donc c'est suffisant pour qu'il soit dans le top 3 de mon mois, mais en même temps, j'en ressors un peu déçue qu'il n'ait pas su exploiter les éléments très bien qui étaient déjà dedans. J'ai quand même donné 3.5 étoiles sur 5 et je pense que je vais lire le 2e livre. C'est le dernier, donc si je le fais, je termine une série. Maintenant, passons à la 2e position qui est un livre que je viens tout juste de terminer. Je l'ai littéralement terminé 30 minutes avant de filmer cette vidéo, donc les émotions sont fraîches. Il s'agit de The Good Sister de Sally Hepworth. C'est un thriller qui n'en est pas vraiment un, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais en lisant parce que j'avais déjà lu une autre œuvre de la même autrice. Laissez-moi réfléchir, La Belle-Mère. Donc j'ai lu ce livre, et niveau thriller, intrigue, ça le faisait pas du tout. Mais il y avait une relation tellement intéressante entre le personnage principal et la belle-mère en question, et j'ai vu l'étincelle de cette autrice et je me suis dit il faut que je lise le prochain parce que je pense qu'elle va réussir à régler les problèmes au niveau du récit. C'est ce qu'elle a fait cette fois-ci. Bon, là je dis qu'elle l'a fait cette fois-ci, mais c'est sûr que j'ai lu les premiers 60% de ce livre en me disant c'est un excellent roman contemporain, c'est un thriller, mais je le lis et je l'apprécie comme un excellent roman contemporain. Mais c'est rattrapé vers la fin au niveau du thriller. Bref, on va s'en reparler. Le résumé de ce livre, c'est qu'on suit une femme neurodivergente qui a une sœur jumelle infertile et donc elle va décider d'essayer de tomber enceinte pour fournir un enfant à sa sœur bien-aimée. J'ai lu ce résumé, j'étais comme ok,
ok, c'est un thriller, qu'est-ce qui va se passer là? Et finalement, l'aspect thriller de ce livre, c'est l'horreur que les humains peuvent commettre dans la vie. C'était une œuvre effroyable à lire pour moi vers la fin parce qu'elle a rendu ses personnages tellement vivants. Ben, ses personnages, son personnage principal, qui est un de mes personnages préférés à vie désormais, elle a rendu les liens tellement vivants dans ce livre, la relation saine entre la sœur et sa sœur, entre ses sœurs et leur mère. Sérieusement, si vous aimez lire à propos de familles compliquées, c'est un bon livre pour vous. Mais bon, là on va reparler du personnage principal parce que j'en ai pas fini de parler à quel point je l'adore. Donc comme mentionné, elle est neurodivergente et il n'y a jamais vraiment un terme exact qui est étiqueté à sa neurodivergence pendant le récit. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien exploité là. C'est rare qu'un personnage principal ait une joie à suivre de cette manière chaque page du livre. En tant que livre contemporain, c'est sûr que j'aurais donné 5 étoiles à ça parce que ça m'a fait vivre, ça m'a fait vivre. Mais bon, pour le thriller, même si j'ai trouvé que c'était une amélioration face à la belle-mère, ça restait quand même un thriller assez prévisible, mais c'est le genre de prédiction qui me dérange pas parce que c'est moi qui me suis dit « Ah, j'aimerais ça que ce soit ça. » Et c'était ça. Donc est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais me plaindre d'avoir deviné ce que ça allait être en me disant « J'espère que c'est ça? » Mais non, je vais pas me plaindre. Et là, j'ai terminé ce livre il y a pas longtemps, comme je vous l'ai dit. Et la fin, ça m'énerve. J'ai lu la fin et j'étais pas contente, mais en même temps, je me dis la fin, c'est une fin qui se termine bien avec la possibilité que tout aille très mal. Donc là, moi, j'en ressors et je pense constamment, ok, est-ce que ça se passe bien ou ça se passe mal? Et le sentiment de longévité après des fins comme ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. Mais là, je sais pas si c'est de la torture ou du génie. C'est peut-être les deux. Bref, j'ai donné 4.5 étoiles à cette œuvre. Sally Hepworth est définitivement sur ma liste d'autrices à suivre. Ok, maintenant, c'est l'heure de passer au livre numéro 1 du mois. Même si techniquement, il y a un livre dans mon vlog qui surpasserait celui-ci. Bref, aujourd'hui, la position numéro 1 revient à Anxious People de Fredrik Backman. Comment résumer cette œuvre? Aujourd'hui, j'étais paresseuse, je ne me suis pas fait une liste de notes pour les livres et là je regrette parce que je sais pas comment résumer ce livre. C'est un livre contemporain, très humoristique, très caricatural et il n'y a aucun résumé qui peut vous préparer à l'approche de l'auteur quant à son récit. On suit les aventures rocambolesques d'une journée où plusieurs personnes se sont fait prendre en otage en visitant un appartement alloué par quelqu'un qui venait d'essayer de voler une banque. Et on a aussi la perspective des policiers qui essaient de gérer tout ça. Et donc c'est un livre avec beaucoup de perspectives, mais elles sont toutes, c'est tellement exagéré, ce sont des personnes qui sont des caricatures au centimètre près, mais Fredrik Backman a donné des histoires à chacun d'entre elles qui venait me rejoindre directement au cœur. J'ai rarement aussi souvent ri en lisant un livre et il y avait des scènes où je riais mais en même temps j'étais tellement touchée et c'était juste une parfaite balance des deux. C'est un livre qui semble assez mitigé auprès des fans de Fredrik Backman. Je n'ai jamais rien lu de livre de lui pour l'instant et donc je comprends pas trop comment ça se compare aux autres. Mais moi franchement celui-ci, il a la première place, je l'ai vraiment adoré. C'est pas souvent qu'un roman peut avoir un ton aussi humoristique et ridicule et ne pas devenir répétitif ou fatigant. Plus le roman avançait, plus je continuais à m'amuser, mais mon cœur, il ne faisait que gonfler et gonfler pour ces personnages en même temps. On y parle de suicide, de problèmes de mariage, de relations père-fils, du deuil, de la nature prédatrice des banques. C'était un récit intelligent et qui ne perdait pas une seconde à ne pas franchement nous divertir. Sérieux, si vous avez besoin de quelque chose qui va juste vous remonter le moral et vous faire vivre... Ça, c'était des mots. Vous faire vivre une expérience où la vie est tellement trop compliquée que ça en devient juste simple. Je pense que c'est une œuvre qui réussit à faire ça. Bref, j'ai donné 4.5 étoiles. Ça a vraiment été une magnifique surprise. Je n'avais aucune attente en le lisant et je suis comblée. Je suis comblée. Bon, maintenant parlons de livres qui ne m'ont pas comblée. On va passer aux 3 pires lectures et on va passer à la moins pire de ces 3 lectures. C'est un titre dont je ne connaissais pas l'existence avant d'arriver sur Booktube l'année passée et de voir tout le monde en parler. J'avais jamais vraiment eu l'intention de le lire, mais je l'ai croisé dans une bibliothèque et je me suis dit bon, tout le monde parle de toi, on va voir ce que j'ai à dire. Il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett. C'est un livre pour lequel j'ai souvent entendu des gens dire que c'était une sorte de La Servante écarlate, mais
version jeune adulte. C'est une dystopie dans laquelle on suit une société où les femmes ont une place absolument minime et dès qu'elles ont 16 ans, elles doivent se débarrasser de leur magie en se faisant envoyer dans un lieu perdu dans le milieu de la forêt pour se purifier, ce qui veut en fait dire simplement virer folle et s'entretuer. En tout cas, c'est une œuvre qui a des belles choses à dire. Moi, je suis juste pas certaine d'à quel point j'ai apprécié le chemin pour supposément les dire. En fait, mon problème principal avec ce livre, c'est le personnage principal. J'aurais aimé un récit féministe où il n'y a pas juste une seule fille avec un cerveau. Le personnage est parfait. C'est la seule qui est capable de comprendre ce qui se passe, c'est la seule qui est capable de survivre en forêt, c'est la seule qui dit aux autres quoi faire, c'est bien sûr la seule que personne ne croit quand c'est elle qui a raison, et bien sûr, il y a deux garçons qui sont éperdument amoureux d'elle. Je comprends que le point du livre, c'est que le féminisme n'a pas encore été introduit, et donc les femmes ont été conditionnées à penser comme elles le font et ne pas réfléchir pour elles-mêmes, soi-disant. Mais quand il s'agit de prendre une décision à propos de si on fait un panier pour aller cueillir l'eau qui est propre au lieu de boire l'eau qui est sale avec plein d'algues, il me semble que c'est pas une question de conditionnement féministe de dire oui, on va aller prendre avec l'eau propre. Je comprends aussi que dans la vie des adolescentes, c'est souvent très cruel, mais j'ai aucun plaisir à lire ce niveau d'intimidation pour cette période de temps, surtout quand la fille qui motive toute cette intimidation et qui est la vilaine du livre a absolument aucune motivation ou explication pour justifier à quel point cette fille est violente. J'ai trouvé ça complètement gratuit et ça m'a sorti du livre. L'autre truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé que le monde n'avait pas été très bien expliqué. Et je comprends qu'il faut pas juste faire des grosses descriptions pour dire tout comment, qu'est-ce qui se... On va réfléchir comment tout se passe dans ce village. Mais le truc, c'est que c'est tellement vaguement expliqué que parfois la fille réalisait quelque chose. Ah, ça c'est causé par le fait que ça, on fait ça dans la ville. Mais moi, je ne savais même pas qu'on faisait ça dans la ville. Donc pour moi, L'Année de grâce, c'est un livre avec des superbes intentions. Je suis contente pour ce que le livre a essayé de faire, mais moi, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Au final, c'était une lecture pendant laquelle j'étais la plupart du temps très frustrée et donc j'ai donné 2,75 étoiles sur 5. Ça semble être un avis assez impopulaire, donc vraiment, si le livre vous intéresse, je vous invite à le découvrir quand même et je vous souhaite simplement une expérience plus positive que la mienne. Pour la deuxième position, on va passer à un auteur que je n'ai pas lu depuis beaucoup trop longtemps et malheureusement, le livre avec lequel je fais mon retour, ben ça a été un flop. Il s'agit de Brume de Stephen King. C'est une histoire dans laquelle il y a une brume qui apparaît après un cyclone. La brume est très blanche, très grosse et elle avance à contre-vent. Et nos personnages principaux se retrouvent pris dans un supermarché parce que dans la brume, il y a des choses qui se cachent et des choses qui te font saigner et te font très mal. Là, je dois vous partager une confusion par rapport à ce livre qui n'est pas du tout la faute du livre en tant que tel, mais c'est que quand je l'ai acheté, ce livre était dans la section jeune adulte. Et donc moi, je l'ai commencé en pensant que le personnage principal était un adolescent, peut-être 17 ans. Et là, plus j'avançais, plus j'étais comme ok, un adolescent qui coupe des arbres à la tronçonneuse, oui, ça se peut. Ok, il conduit un travail, oui, ça se peut. Ok, il a une femme et des enfants. Bref, j'ai été choquée. Donc si jamais vous voyez ça dans la section jeune adulte, ça n'a rien à faire là. Par contre, c'est vrai que c'est un des livres les plus accessibles au niveau du texte pour du Stephen King. C'est vraiment pas dans ses plus graphiques, c'est vraiment pas dans ses plus longs, mais malheureusement, on dirait que c'est un peu là un des problèmes que j'ai eu. Donc pour ceux qui ne savent pas, Stephen King, c'est un auteur pour lequel j'ai lu 15 livres. Et j'adore ses idées, j'adore ses textes, je trouve qu'il est vraiment bon pour surtout introduire l'idée de l'horreur psychologique humaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les créatures qu'il crée, c'est la réaction de ces humains autour de ces créatures. Et un de mes souhaits avec Stephen King que j'ai toujours eu, c'est que ses livres, ils font toujours 600, 700, 800 pages, et je me disais, tu sais, ce 4 étoiles, si le livre avait juste été un peu plus condensé, ça aurait été un 5 étoiles. Mais là, avec ce livre, je me rends compte que je sais pas s'il est capable d'écrire des livres condensés sans perdre toute la richesse de l'horreur psychologique qu'il est capable de développer. Ce livre n'a rien à faire de plus que
que son résumé. C'était des gens dans un supermarché, puis à l'extérieur, tu pouvais pas sortir sans mourir, c'est épeurant. J'ai pas ressenti de détresse, les personnages ne m'ont pas rejointe. Et moi, ce que j'apprécie aussi des livres de King, c'est que ces personnages peuvent être horribles, mais je suis capable d'apprécier ce qu'il fait avec eux. Ce sont pas des gens que je souhaite encourager dans la vie, mais ils sont très intéressants à suivre. Sauf que là, son personnage principal, c'est un homme qui est un peu le héros de la place et qui a des pensées légèrement misogynes envers les femmes, genre c'est très des objets pour lui, là, de ce que j'ai vu. Et malheureusement, même si je sais que ce sont pas les vues de Stephen King, il a pas réussi à rendre le personnage assez intéressant pour que ce soit pas juste une tâche dans ma lecture. Bref, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que j'ai toujours été intriguée par le concept d'une brume comme ça. Mais là, ça m'a juste donné envie de lire un bon livre avec une brume menaçante. J'ai donné 2.5 étoiles à ce livre et malheureusement, ça se retrouve dans... J'en ai pas lu beaucoup des livres à 2.5 étoiles de Stephen King, donc c'est ça. Ça se ramasse dans le bas de la pile. Et pour finir ce top 3 avec le pire livre que j'ai lu en janvier, c'est un tout petit livre qui s'intitule Ma nuit entre tes cils de Grégory Saint-Gall. C'était lourd! Oh, que c'était lourd! Donc dans ce livre, on suit l'énumération d'un homme qui a été amoureux d'une femme pendant une certaine période de temps, je suis même pas certaine. Il énumère tous les souvenirs de leur relation avant la mort de celle-ci. C'est un sujet triste, un sujet touchant, mais j'ai été touchée par 0 page de ce livre. Le problème, c'est que premièrement, le texte est lourd. Tu sais, c'est des phrases descriptives qui font la moitié de la page. Et moi, honnêtement, ce genre d'écriture, je la considère un peu comme masturbatrice de la part de l'écrivain parce que je comprends comment ça a été plaisant pour lui de créer ça, de mettre ça sur une page. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de considération pour l'expérience du lecteur en lisant ça. Ça me donne un peu l'impression de « Ah, je vais mettre toutes mes émotions et ma créativité sur la page, et tout ce que le lecteur va voir, c'est mon génie. » Mais le génie, ça ne veut pas dire un bon récit. Et le problème, c'est qu'on a un homme qui fait une description de ce qu'il aimait de cette femme pendant des pages et des pages, mais on ne sait jamais vraiment qui elle était, elle. Oui, on a des aperçus de sa personne grâce à des souvenirs et des petits détails qu'il appréciait, mais on n'a jamais sa perspective et les seuls dialogues qu'elle a, c'est une fois pour lui demander si elle a un gros cul. J'avais un deuxième exemple et là je l'ai oublié parce que je n'ai pas fait mes notes aujourd'hui, mais la conséquence c'est que ça faisait juste un résultat où l'homme paraissait obsédé par l'image et l'idée de cette femme sans que cette femme soit vraiment quelqu'un qui existe. Honnêtement, c'était tellement intense que je me suis préparée à la fin à ce qu'il y ait une révélation où, en fait, cet homme n'a jamais parlé à cette femme. Tu sais, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant où il est tombé en amour d'une fille, il s'est imaginé une vie avec et elle est morte avant qu'il puisse lui dire un seul mot. Mais non, c'était pas ça, c'était pas ça. Bref, je n'ai eu aucun plaisir en lisant ce livre, c'est vraiment pas le genre de texte pour moi et même en fait, avant que j'oublie, les seules fois où enfin on se sortait de la marée de descriptions interminables, c'était pour faire des commentaires raciaux très irrespectueux. Genre, une fois, il y a un homme qui s'intéresse à la fille pour laquelle il est obsédé et il va utiliser des stéréotypes racistes pour le moquer dans le récit. Et ensuite, il y a une seconde occasion où il y a un homme qui va devenir gêné et c'est écrit « Sa figure devint toute rouge comme si c'était peint pour jouer à l'Indien ». Je me suis dit « Ok, ça doit être un livre qui est vieux », mais non, ça a été écrit en 2016. J'ai donc donné 1.75 étoiles sur 5 à ce livre et je suis franchement soulagée de ne pas avoir perdu plus qu'$1 pour lui. S'il n'avait pas fait 90 pages, c'est sûr que je l'aurais abandonné. Bref, c'est donc ce qui conclut mes 3 meilleures et mes 3 pires lectures du mois de janvier. Comme vous pouvez le constater, ça s'est bien passé, mais ça s'est mal passé. Donc je vais souhaiter une meilleure balance de lecture pour les mois à venir. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre première lecture de l'année 2022 et si vous l'avez aimée ou non. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!